Le temps que tout le monde s'installe, je vais laisser la parole à Jeannette Delettré si elle accepte d'être notre secrétaire de séance. Elle est à domicile. Et donc faire l'appel. Mallet Pierre. Alors, Kubler Daniel, absente dans le pouvoir à Pierre Mallet. Alors, Boyardi Nathalie. Elle arrive. Absent, représenté par Monsieur Bernard Lepalec. Présent. Catherine Demême. Présente. Charles Daillot. Présent. Marie-Christine Arambat. Pierre Merlet-Bonan. Geneviève Dariussec, absente dans le pouvoir Monsieur Mathieu Harin. Farid Eba. Marie-Christine Bourdieu. Jean-Jacques Gourdon, absent dans le pouvoir à Monsieur Jean-Marie Badby. Présent. Nathalie Gasse. Présente. Hervé Bayard. Marie-Pierre Gazot, absente dans le pouvoir à Madame Eliane d'Alteron. Bruno Roufiat. Claudie Brec. Présente. Gilles Chauvin. Présent. Pascal Horry, absente dans le pouvoir Madame Catherine Piquet. Présent. Philippe de Marnix. Présent. Catherine Piquet. Présent. Christophe Fourcade. Présent. Eliane d'Alteron. Jean-Marie Badby. Marina Bancon. Mathieu Hara. Chantal Plancheneau. Présente. Jean-Baptiste Savary. Céline Pio, absente dans le pouvoir, Monsieur Alain Bachet. Monsieur Alain Bachet qui se déshabille, très bien. Alain Bachet. Françoise Cavalier. Frédéric Dutin. En transit. Voilà, ça craint. Véronique Glaise. Michel Garcia. Philippe Saez, absent dans le pouvoir, à Monsieur Joël Bonnet. Monia Laboulé. Jean-Louis Dariotor. Sandrine Casini. Joël Bonnet. Delphine Salambier. Bernard Kuzinski. Ghislaine Lalot. Jean-Marie Bayle. Alors, Marie-Denis Bachot, absente dans le pouvoir, Madame Ghislaine Lalot. Julien Paris. Patricia Beaumont, absente dans le pouvoir, Monsieur Jean-Baptiste Savary. Denis Capdeviol. Marie, Pierre. Sont arrivés depuis Pierre Merlet-Bonan, Pierre Mallet, Bruno Roufiat, j'ai vu qui est arrivé, Émilie Amélie. Voilà. Et Nathalie Bouillard. Frédéric Carrère aussi. Merci, Jeannette Delettré.
Bonjour, donc bonjour à toutes et à tous pour cet horaire un peu inhabituel. On reviendra peut-être sur cette. Remercier le maire de Bretagne-Marsan et son équipe de nous accueillir ici, mais il aura certainement l'occasion de dire un mot si on est dans le timing. On lui laissera dire un mot en fin de séance s'il veut bien. Mais en tout cas, le remercier de nous accueillir ici et vous proposer sans plus tarder de rentrer dans notre ordre du jour qui se compose d'une trentaine de délibérations, mais qui démarre par les avis et questions sur le procès-verbal de la dernière séance et les comptes rendus de décision du président. Est-ce que sur le procès-verbal du 16 novembre, vous avez des points particuliers à relever, des choses qui ont été mal retranscrites? Y a-t-il des points particuliers? Non. Donc, a priori, je considère que ce procès-verbal est adopté. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Il est adopté. Il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises dans le cadre de mes délégations entre le 9 novembre et le 18 novembre. Donc il y en a 3. Est-ce que vous avez besoin de précision sur ces décisions prises dans cette période-là? Non. Donc je considère que nous en avons pris connaissance. Et je vais passer sans plus tarder la parole à Joël Bonnet pour un certain nombre de délibérations dans le domaine du développement économique de l'aménagement. Joël Bonnet. Merci, Monsieur le Président. La première délibération concerne le parc d'activité de Mamoura et la modification des conditions de cession des parcelles concernant le groupe Salaberry. En préambule, je rappelle que nous avions déjà pris une délibération en date du 7 décembre 2020 concernant cette cession de parcelles. Le groupe Salaberry est implanté en matière de logistique. Ils sont basés à l'heure actuelle à Saint-Jour-de-Marenne et à Tarbes et réalisent 20 millions de chiffre d'affaires et pour 200 salariés. Dans le cadre de la stratégie de développement, le PDG souhaite agrandir son maillage logistique de transport sur le territoire de Marsan Agglomération pour fidéliser sa clientèle, mais également pour la développer dans le cadre de ses activités. Sur la parcelle, je rappelle qu'il y a 2 parcelles qui sont cédées avec une implantation d'un bâtiment de 4000 m² pour à terme sur 5 ans un recrutement de 40 à 50 personnes. Les 2 parcelles, une fait 19 090 m² et l'autre 12 462 m², pour une superficie totale de 31 552 m² qui sont situées sur le parc d'activité de Mamoura à Saint-David. Compte tenu de la conjoncture économique, notamment le coût de la construction et les engagements qui n'ont pas été actés encore par les clients et notamment du fait de la grippe aviaire, le groupe Salaberry a émis le souhait de revoir les conditions de cession de ces 2 parcelles et acquérir l'ensemble en 2 lots, en 2 tranches successives. Pour ce faire, et pour faciliter la transaction, il vous est proposé de modifier la délibération qui avait été prise au mois de décembre 2020 de la façon suivante: une signature de la promesse de vente assortie d'une indemnisation d'immobilisation de 41 998 € liée au préjudice en cas de non-réalisation de la vente et correspondant à 10% du montant du premier lot. Les fonds seront bien évidemment déposés en compte bloqué jusqu'à la conclusion du contrat de vente qui est prévu au 30 septembre 2023 pour notamment lever les délais liés au permis de construire. La promesse est consentie et acceptée sous réserve des conditions suspensives précisées dans les promesses de vente et, comme je viens de l'indiquer, plus notamment sur l'obtention du permis de construire purgé de tout recours pour la construction du bâtiment que j'ai évoqué tout à l'heure de 4000 m². Le modèle est le suivant: une signature de l'acte authentique au plus tard le 30 septembre 2023 pour l'acquisition des 2 lots évoqués, avec un paiement en 2 fois, un paiement à la signature de l'acte authentique pour un montant de 419 980 € hors taxe, et pour le deuxième paiement au plus tard le 30 juin 2024 pour un paiement de 274 164 €. Passé cette date, un intérêt
taux de 5% l'an sera perçu sur le montant restant. Voilà les modifications qui sont proposées par rapport à la délibération et en fonction du contexte à la fois économique par la construction et des contrats qui ne sont pas encore signés avec ces clients. Monsieur le Président. Merci. Y a-t-il des questions sur cette transaction, délibération? Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Donc c'est voté à l'unanimité. Délibération suivante, Joël Bonnet. Il s'agit de l'aide individuelle aux entreprises pour l'octroi d'une aide au commerce et à l'artisanat de proximité pour la SAS Lily et Nana. Il s'agit d'un restaurant qui se situe dans le cœur de ville de Mont-de-Marsan au 12B rue du Maréchal Bosquet. C'est une reprise d'une activité qui existait qui s'appelait Crêpe House. On est dans la même logique de toutes les délibérations que nous avons prises jusqu'à présent sur l'aide aux entreprises à concurrence du 30% du montant des travaux qui sont éligibles, ce qui est indiqué sur les documents annexes. Le montant des travaux est estimé à 4 594 € hors taxe. L'intervention à concurrence de 30%, ce qui donne un montant de 1 378 €. C'est une activité qui a ouvert ses portes samedi dernier, pas très loin du pôle technique, avenue du Maréchal Bosquet, juste après le pôle technique. Voilà, pour cette délibération qui concerne les aides aux entreprises pour lesquelles nous avons l'habitude d'intervenir. Merci. Sur cette délibération, y a-t-il des questions? Des observations? Donc, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. C'est voté à la majorité. Je vais passer la parole à Jean-Paul Alire pour 4 délibérations liées aux ressources humaines. Jean-Paul Alire. Merci, Monsieur le Président. Alors, la première partie de la mise à jour du tableau des effectifs concerne les transformations d'emplois. Par délibération en date du 22 février 2021, le Conseil communautaire a validé la transformation de l'emploi d'un agent de la direction de l'éducation en contrat à durée indéterminée, transformation d'un emploi à 6h30 hebdomadaire, 4e échelon de l'échelle C3 en un emploi à 8h30 hebdomadaire, 5e échelon de l'échelle C3. Alors c'est un agent, pour votre information, qui est en partage avec la commune de Saint-Avis. Donc il vous est proposé pour ce poste, au 1er janvier 2023, de transformer cet emploi d'adjoint technique territorial en emploi d'adjoint technique territorial en CDI à temps non complet, 10 heures hebdomadaires au 7e échelon de l'échelle C3. Ensuite, par délibération en date du 27 septembre 2021, le Conseil communautaire a validé la transformation de l'emploi d'un agent de la direction de l'éducation, 31h à 33h. Une erreur matérielle s'est glissée dans cette délibération et afin de mettre à jour donc, le dossier de cet agent, il vous est proposé de modifier la délibération initiale et de transformer au 1er octobre 2021 un emploi d'adjoint technique principal de 2e classe à temps non complet, 31 heures, et transformer l'emploi d'adjoint technique principal de 2e classe à temps non complet, 33h50 hebdomadaires. Alors c'est un agent aussi pour cette information qui part en retraite à début 2023. Et pour son dossier de retraite, bien évidemment, il nous est demandé de mettre à jour cet arrêté. Concernant ces emplois, une réflexion bien évidemment est menée aussi pour les agents qui s'approchent des 35 heures. Pour certains d'entre eux, les amener à être à 35 heures et non pas à 33 heures, 33h50. Lors de ce même conseil, un emploi d'adjoint administratif technique principal de 2e classe a été transformé 27h15 à 20h25 dans le cadre d'une retraite progressive. L'agent est parti à la retraite au 1er août 2022 et le recrutement pour son remplacement a été initié. Au vu du besoin initial des besoins identifiés sur ce poste, il s'agit de la restauration à l'école de Lucardès et Bargues, il vous est proposé de transformer l'emploi en un emploi d'adjoint technique principal de 2e classe à temps non complet, 27h15, et transformé en un emploi d'adjoint technique principal de 2e classe à temps complet. Ensuite, un agent de la direction des ressources humaines a bénéficié d'une mutation en avril 2022. Afin de pouvoir recruter sur cette vacance d'emploi, il vous est proposé de transformer l'emploi initial au 1er janvier 2023 en un emploi d'adjoint administratif principal de 1re classe à temps complet, transformé en emploi d'adjoint administratif à temps complet.
C'est un agent pour le service de la paix, suite au départ d'une personne. Un agent de la direction des finances a été recruté en novembre 2021 afin de pourvoir un poste vacant en tant qu'adjoint administratif à temps complet. Afin de pérenniser son emploi et considérant que l'agent peut bénéficier d'une intégration en tant qu'agent en situation de handicap, il vous est proposé de transformer l'emploi initial au 1er mai 2023 un emploi d'adjoint administratif à temps complet en emploi d'adjoint administratif principal de deuxième classe à temps complet. L'agent en charge du dialogue social au sein de la direction des ressources humaines a bénéficié d'une mutation en février 2022 afin de pourvoir à son remplacement et dans le cadre de la réorganisation de la direction et du besoin en pilotage de projets transversaux en accompagnement de la direction, il vous est proposé de transformer son emploi au 24 novembre 2022 d'un emploi d'adjoint administratif principal de deuxième classe à temps complet transformé en emploi d'attaché territorial à temps complet. De plus, il est proposé d'autoriser un recrutement en application de l'article L332.8, deuxième alinéa du Code général de la fonction publique. Création d'emplois. Un agent de la ville de Mont-de-Marsan est mis à disposition de la direction de l'éducation depuis avril 2022. C'est un agent de la piscine. Afin de pérenniser son emploi, il vous est proposé de créer un emploi au 1er janvier 2023, un emploi d'opérateur des activités physiques et sportives qualifié à temps complet. En novembre 2021, un agent titulaire a bénéficié d'une mobilité interne dans le cadre de la mise en œuvre de nouvelles missions au sein du bureau d'information jeunesse, c'est référent de la maison des services étudiants. Afin de pourvoir le poste laissé vacant, il vous est proposé de créer l'emploi suivant, un emploi d'adjoint technique territorial à temps complet. Par ailleurs, il vous est proposé de créer un emploi de directeur général adjoint délégué en charge des grands projets de notre territoire. Un emploi de directeur général adjoint à temps complet. Ensuite, vous avez plein d'évolutions d'emploi qui sont uniquement des avancements de grade. Donc, je vais vous épargner de vous les lire tous par heure. Vous les avez tous mentionnés sur la délibération. Merci Jean-Paul Allien. Avez-vous des remarques ou des questions sur cette délibération de mise à jour du tableau des effectifs? Est-ce que vous avez des points? Monsieur Bachet. Ah oui, pardon. Est-ce que vous avez des questions? Non. Alors, on va procéder au vote. Jean-Guy Bachet ne prenant pas part au vote. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. La délibération suivante, Jean-Paul Allien, sur des fixations de conditions de recrutement. Alors, les conditions de recrutement de l'emploi de chargé du dialogue social. Considérant qu'aucun fonctionnaire n'a pu être recruté sur l'emploi de chargé du dialogue social et de la communication interne, et au vu des fonctions qui sont associées à ce poste, il vous est proposé d'approuver le recrutement d'un agent contractuel sur cet emploi dans les conditions suivantes. Un emploi d'attaché territorial à temps complet à compter du 24 novembre 2022, un recrutement par voie contractuelle pour une durée de 18 mois renouvelable, rémunération établie sur la base du grade d'attaché échelon 7, et l'intéressé bénéficiera du régime indemnitaire applicable à son cadre d'emploi. Merci. Y a-t-il des demandes de précision? Alors, je vais passer la parole à Mathieu Herra et ensuite à Alain Bachet. Oui, merci Monsieur le Président. Simplement pour vous redire mon vive inquiétude sur les vagues de départ qui se poursuivent dans la collectivité. Sur ce poste-là, donc si j'ai bien compris, nous n'avons plus de responsable du dialogue social depuis près d'1 an. Je rappelle qu'on a eu depuis 1 an et demi le départ de la DRH, du responsable de la formation, de la prévention, des payes, des... j'en oublie. Nous n'avons plus non plus, lorsque c'était délibération d'avant, de DGS. Puisqu'on crée un poste, bon voilà, nous n'avons plus non plus le directeur de la médiathèque, plus le directeur des pôles hébergement au CIAS. Pour le DGS, on va recruter quelqu'un, un interne, un externe, et quand? Parce que ça fait quand même beaucoup d'absence, beaucoup de turnover, et donc moi je redis mon inquiétude. Très bien, je vais vous répondre. Monsieur Bachet, vous vouliez intervenir? C'est bien, monsieur Herra, que vous vous occupez du social. Je souhaiterais que le gouvernement en fasse autant. Vous qui êtes un grand supporter du gouvernement, pourriez en faire autant. Ça, c'était pour l'aparté. Mais oui, monsieur Herra, mais oui. Vous ne pouvez pas faire un discours ici, et au niveau du gouvernement, faire en sorte que tout ce qui se passe dans la fonction publique territoriale... On est au conseil d'agglomération. Oui, mais je fais la remarque. Je fais la remarque parce que ce qui est décidé au gouvernement... J'ai bien compris que l'adversaire pour vous, c'était Mme Darrieussecq et moi. On a tous compris, depuis 1 an, mais est-ce qu'on peut parler de l'agglo? Attendez, allez-y, monsieur Bachet.
ce qui est décidé au gouvernement a des répercussions sur les collectivités, et ça a des répercussions sur les services publics, et ça a des répercussions sur le personnel. Vous en conviendrez. Mais on débat pas non plus sur ça. Mais bien sûr, donc je vous fais la remarque, je vous félicite de vous préoccuper de cela, mais bon, au niveau du gouvernement, vous feriez bien de faire passer le message. Je voudrais m'adresser à M. Alire parce qu'il m'a été reproché à plusieurs reprises de ne pas participer à certaines réunions. Alors je vous invite à revoir les mails que vous m'envoyez, parce que le mail sur lequel vous m'envoyez les invitations à vos réunions, je ne m'en sers pas depuis 2008. Donc voilà. Ah ben si, c'est votre faute, parce que toutes les autres convocations, je les reçois sur les mails que j'ai demandé au niveau des services. Donc voilà, je vous demande de corriger l'envoi de ce mail. On va revenir le plus souvent possible à vos réunions. On va regarder ça. Alors, j'essaie, peut-être on va faire une réponse, ou du moins une réponse en deux phases. Je vais laisser Jean-Paul Alire sur les différents mouvements qu'il y a pu y avoir, et je vous parlerai de l'aspect DGS. Pour répondre à Mathieu, on est toujours sur les mêmes sujets. Concernant le service RH, donc la personne concernant la prévention a été recrutée. C'est pas vieux, ça fait 2 mois qu'elle est là. Alors les recrutements sont pas simples, vous le savez, pour plusieurs raisons, mais bon, elle est là depuis 2 mois, elle a pris ce service en main, elle est en train de faire un petit peu un audit sur la situation. Bon, enfin, elle fait son travail. Concernant l'emploi chargé du dialogue social, après réflexion avec le DGA chargé des RH et la DRH en question, on a considéré qu'il n'était pas utile d'avoir un emploi à temps complet sur ce poste-là. Et dans le cadre de réorganisation du service des ressources humaines, c'est ce qui vous a été proposé tout à l'heure, c'est une autre personne qui s'occupera du dialogue social, et nous allons recruter une personne pour l'aider, mais qui ne fera pas que ça non plus. Voilà, donc cette équipe en effet se recompose. On peut se satisfaire déjà qu'autour de la DRH, tous les métiers maintenant sont là. Il en manque encore un ou deux. En ce qui concerne le DGS, donc aujourd'hui nous avons un DGS jusqu'au 31 janvier, d'un commun accord avec notre DGS, qui souhaite aussi, en accord avec nous, réorienter un peu ses missions. Donc il aura, à partir du fin janvier, le 1er février, il me semble, d'autres missions qui sont des missions liées à des projets transverses. Je ne vais pas tous les citer, GPS en fait partie, mais il y en a bien d'autres. Vous voyez qu'il y a des sujets qui vont nous animer sur les années à venir, et notamment 2023, en termes d'évaluation des compétences et autres. Il y a bon nombre de sujets sur lesquels, en accord avec moi, il a souhaité, et nous avons souhaité ensemble, qu'il réoriente ses missions. Donc on aura, aujourd'hui, au moment où on se parle, nous avons un DGS, et bien évidemment, une procédure de recrutement est en cours. Un certain nombre de candidatures sont arrivées. Je ne les ai pas forcément encore toutes épluchées, et il y aura un process de recrutement. On n'a rien caché, je crois qu'on a reçu 35 candidatures. Ça ne présuppose en rien des choix qui seront faits. Il y a un process de recrutement qui va s'étaler sur le mois de janvier 2023. Voilà, je suis assez satisfait de dire que le DGS reste dans notre collectivité, des missions un peu différentes, ne la quitte pas. Mais par contre, il change de fonction, en effet, et ça va se passer à partir du 1er février. C'est d'ailleurs des réorganisations qui, dans le passé, sont déjà arrivées. Il y a déjà eu des DGS qui sont partis. Là, ça se passe en bonne intelligence, puisqu'il ne part pas, il continuera à apporter sa compétence et son expérience sur la collectivité. On aura besoin de lui. Voilà ce que je souhaitais vous préciser. Est-ce que vous avez d'autres remarques ou d'autres questions? Donc sur cette délibération qui est le tableau des effectifs, en remerciant Jean-Paul Alire de cette présentation, y a-t-il des voix contre? Alors il y a une abstention, c'est Mme Bergalet. Toujours pour la même raison, pour la défense de la fonction publique. Je sais bien... Excusez-moi, je ne sais pas si ça vous... Oui, toujours pour la même raison, la défense de la fonction publique. Je sais bien qu'on a souvent recours à des contractuels pour les payer plus cher, ce que je comprends. Hein. Cela dit, ce sont des personnes qui sont en charge de choses quand même importantes.
Mais en fonctionnant comme ça, eh bien, on va droit dans le mur et on aura ce qu'on mérite, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Très bien, votre expression a été entendue. Y a-t-il des voix contre? Non. Y a-t-il des abstentions? Il y a une abstention, 2 abstentions, M. Bachet et Mme Bergalet. Je vous remercie. Délibération suivante. Jean-Paul Allire. Alors, c'est les conditions de recrutement sur l'emploi de responsable de la billetterie du Théâtre de Gascogne. Donc, l'agent en charge de la billetterie du Théâtre de Gascogne a été recruté en janvier 2022 en qualité de rédacteur sur poste vacant. Un nouvel appel à candidature a été lancé et considérant qu'aucun fonctionnaire n'a pu être recruté sur l'emploi de responsable de la billetterie du Théâtre de Gascogne, et au vu des fonctions qui sont associées à ce poste, il vous est proposé d'approuver le recrutement d'un agent contractuel sur cet emploi. Donc c'est la même personne qui avait un emploi d'un an qui donne satisfaction. Donc on vous propose de reconduire par voie contractuelle sur 3 ans renouvelables son contrat à compter du 1er janvier 2023. Sa rémunération sera établie sur la base du grade de rédacteur échelon 3 et l'intéressé bénéficiera de régime d'indemnité applicable à son cadre d'emploi. Merci. Alors, juste une aparté. Tout à l'heure, je vous ai refait voter les mises à jour de tableaux effectifs. Donc, on va le refaire, si vous voulez bien, pour que ce soit clair vis-à-vis de notre service juridique. Parce que je vous ai demandé de vous positionner sur la délibération de mise à jour du tableau des effectifs. Celle-là, elle a été entérinée. Mais celle sur laquelle je dois vous faire voter, c'est celle qui était juste après, concernant le poste du dialogue social, c'est ça? Oui. Voilà, donc c'était... alors, permettez-moi d'y revenir, et ça va vous demander de voter. Donc, sur la fixation des conditions de recrutement sur l'emploi de chargé de dialogue social, y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Il y en a 2. Je vous remercie, c'est voté à la majorité. Donc sur celle qui vient de vous être présentée, qui est la 7 sur le théâtre de la billetterie du Théâtre de Gascogne, y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Pour les mêmes raisons. Une, d'accord. Donc je vous remercie, c'est voté à la majorité. Nous adhérons à un dispositif via le centre de gestion, Jean-Paul Allire. Bon, donc c'est l'adhésion au dispositif de médiation préalable avec le centre de gestion. Donc la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a légitimé les centres de gestion pour assurer des médiations dans les domaines relevant de leurs compétences à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Bon, je ne vais pas vous lire tout ça, on l'avait déjà vu. Bon. Bien évidemment favorable à ce qu'on avait donc, au centre de gestion pour tous les problèmes qui pouvaient donc survenir au niveau du personnel et autres, de manière à entamer toujours des médiations avant d'en arriver à des solutions des fois plus compliquées. Est-ce que vous avez des questions? C'est Pierre qui m'a dit de faire plus vite. Pardon. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Et maintenant, on va passer la parole à Bernard Kwiatkowski qui a un certain nombre de délibérations concernant l'eau, l'assainissement et les eaux pluviales. Bernard. Merci Monsieur le Président. Donc, ça fonctionne. Donc, on va commencer cette série de délibérations par la fixation des tarifs du service de l'assainissement pour 2023. Donc je rappelle que la facturation de la taxe d'assainissement constitue la recette principale de la régie de l'assainissement pour quasiment 94% des recettes. Sur la première page, vous avez donc les tarifs de l'année 2022 qui avaient été appliqués donc en 2022 pour Mont-de-Marsan, Saint-Aville, Bostin, Sugradez et Bretagne et Saint-Pierre-du-Mont, sachant qu'il y a une petite différence, et Saint-Perdon, puisqu'on a une délégation de service public à Saint-Perdon. Sur la deuxième feuille, vous avez des formules qui concernent l'eau et l'assainissement. Je vais faire un petit focus sur ces formules de révision qui sont appliquées dans la plupart des régies municipales un peu partout en France, sachant que le prix de l'eau de l'année N qui nous concerne, donc 2023, est calculé en fonction du prix de l'eau de l'année 0, donc 2022,
auquel on soustrait 12,5%, donc ça veut dire 12,5% du prix de l'eau qui est gelé, et on calcule l'augmentation sur les 87,5% restants. Sachant que ce qui est entre parenthèses, vous avez l'indice du coût horaire du travail dans la branche eau, les frais et services divers qui concernent tout ce qui est pompe, tuyau qu'on ne met pas dans le fonctionnement, et la partie EGA, l'électricité en groupement d'achat. Donc 55 plus 35 plus 10, ça fait 100%. Ceci, c'est le reflet du compte administratif dans lesquels on retrouve donc la part du fonctionnement en gros 55%, tous les travaux 35% et le coût de l'électricité 10%. Pour l'assainissement, la formule est à peu près la même, sachant que le coût de l'indice horaire est légèrement inférieur pour l'assainissement, mais tout ce qui est frais, travaux, services divers est légèrement supérieur, 37%, et l'électricité aussi 13%, tout simplement parce que les pompes qui fonctionnent dans les stations d'épuration nous coûtent plus cher en électricité que les pompes de forage pour extraire l'eau. En 2022, le coût de l'indice du coût horaire du travail est resté stable, ce qui est bizarre. Il y a eu une baisse sur les salaires et une légère augmentation sur les charges. Aujourd'hui, à la fin du deuxième semestre 2022, ce coût est égal à 0%. Il n'est pas impossible que ça augmente en 2023. Les frais et services divers en 2022 ont augmenté de 26,62%. Donc c'est tous les tuyaux, c'est le PVC, c'est les pompes, ce sont les compteurs de télérelève, donc tout ça, ça rentre dans nos EFZ. Et pour l'électricité en groupement d'achat, on a pris en 2022 40%, mais ça a été appliqué dès le mois de février. Et en 2023, l'augmentation est estimée à 90%. Je dis aujourd'hui estimée, parce qu'on n'a pas encore les tarifs qui ont été négociés par le SIDEC. Ceci dit, le gouvernement essaye pour l'électricité de mettre un amortisseur sur le tarif de l'électricité. Mais cet amortisseur n'intervient qu'au-delà de 260 € le kilowattheure, le mégawattheure, pour une partie qui ne concerne que 50%. On pourrait estimer cet effet de l'amortisseur à 10%, ce qui nous ramènerait l'augmentation de l'électricité à quand même 80%. Donc si on calcule l'augmentation de l'électricité, 40% en 2022 et 90% sur le tarif augmenté en 2022, ça nous fait l'augmentation de l'électricité de 160%. Bien sûr, ça ne coûte que 10% pour l'eau et 13% pour l'assainissement, mais dans les tarifs de l'assainissement, l'augmentation de l'électricité, ça va nous coûter 22 centimes, et l'augmentation des frais et services divers, 16 centimes, ce qui fait qu'on arrive à une augmentation brute du tarif de l'assainissement de 37 centimes pour l'assainissement. On rajoute ceci, une augmentation concernant la station de Jouanas, 5,7 centimes, et pour Saint-Pierre-du-Mont, une convergence de 7%, 7 centimes de plus, ce qui nous amène à un total de 2,33 € le mètre cube pour un tarif de 120 mètres cubes moyen pour les 6 premières communes, 2,22 € pour Saint-Pierre-du-Mont, 2,06 € pour Saint-Pardon, qui a aussi une petite augmentation. Donc la variation totale, convergence plus la variation de l'indice, plus le coût, ça nous augmente le tarif de 44 centimes pour l'année 2023 sur la partie de l'assainissement. Voilà, Monsieur le Président, pour la partie assainissement. Alors je rappelle aussi que ça a été vu en conseil d'exploitation le 24 novembre, ça a été approuvé par le conseil d'exploitation et passé en commission des finances le 5 décembre. Merci Bernard Kruczynski. Est-ce que vous avez des prises de parole par rapport à cette délibération? Ou des questions? On en aura une globale, donc il vaut mieux le dérouler. On déroule? Ouais. De la 9 à la 15. Ok, d'accord, ça marche. On va quand même passer au vote les unes après les autres et on vous laissera bien sûr vous exprimer comme vous le souhaiterez. Vaut mieux que vous interveniez maintenant, je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire, dans la mesure où nous allons passer les délibérations au vote les unes après les autres. Pardon.
Ah, c'est mieux là? Non, c'est bon. Je remercie le rapporteur de la clarté de son propos. Il eût été bien de rajouter un pourcentage combien ça faisait d'augmentation, parce que c'est ça comment regarder les usagers. Et ces augmentations venant se rajouter aux augmentations va compliquer le bouclage des fins de mois pour bon nombre de citoyens de notre agglomération comme au niveau national. Nous l'entendons. Je l'ai dit déjà dans cette assemblée, si EDF et GDF étaient restés sous le giron national d'État, nous ne connaîtrions pas cette situation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il eût peut-être été bon dans cette situation, comme vont le faire bon nombre de collectivités, d'examiner, de mettre en place une graduation de paiement en fonction du quotient familial ou du taux à l'effort, comme on le fait pour la restauration scolaire. Au regard de tous ces éléments, pour ce qui nous concerne, nous voterons contre ces propositions d'augmentation, tout en sachant qu'effectivement c'est compliqué de boucler un budget. Mais nous attirons l'attention du Conseil sur les difficultés qu'auront beaucoup de nos concitoyens à payer la facture, même si ça peut paraître minime. Parce que la situation ne va pas s'arranger ces prochains mois. Ce d'autant qu'il aurait pu être pris des dispositions par le gouvernement au niveau du bouclier tarifaire, etc., ce qui ne va pas être le cas pour ces factures. Donc, au-delà de la symbolique augmentation, nous voulons attirer l'attention du Conseil et je pense qu'il aurait été bon, comme l'ont fait certaines collectivités, de repousser ces augmentations à échéance de quelques mois et de regarder comment nous aurions pu effectivement arriver à ce bouclage. Donc voilà le pourquoi de notre abstention sur les augmentations qui sont proposées et nous ferons la même intervention sur les libérations de 9 à 15. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole par rapport à ce que je viens de... par rapport à cette délibération ou d'autres remarques? Monsieur Bachet. Merci, Monsieur le Président. Alors, Bourg fait partie du SIDEC pour l'eau et l'assainissement, donc je ne prendrai pas part à cette délibération. Ok, y a-t-il d'autres Alors, donc, Monsieur Mallet et Monsieur Bachet-Jean-Guy ne prendront pas part au vote. Donc sur cette délibération qui est la 9, y a-t-il des voix contre? Donc nous avons Monsieur Savary avec la procuration de Madame Beaumont, Monsieur Bachet avec la procuration de Madame Piot, Madame Cavalier, Monsieur Dutin. Y a-t-il des abstentions? Donc il y a une abstention, c'est Madame Bergalet. Donc à l'exception de Monsieur Mallet et Monsieur Bachet-Guy qui ne participent pas au vote, et Madame Kubler, c'est voté à la majorité. La délibération suivante, Bernard Krusinski, c'est la 10, bordereau des prix de la régie assainissement collectif. Oui, donc dans cette délibération, il s'agit de clarifier les prix de la régie d'assainissement collectif. Donc on appelle souvent, on a un bordereau de prix. L'index des travaux publics, chapitre 10A, dans les canalisations égouts, a connu une augmentation de 7,76% sur les 12 derniers mois. Et nous proposons donc d'augmenter ce tarif de l'augmentation de l'indice TP10 de 7,76%. Voilà, donc alors juste un aparté, sur la photo que vous voyez dans l'annexe, vous avez l'état actuel de la station de Jouanas qui est en fonctionnement depuis le 4 octobre 2021 et dont l'inauguration officielle est prévue le 22 mars 2023. Donc on en est à l'installation des clôtures, de la voirie. Voilà, donc vous avez l'état actuel de la station d'épuration, sachant que l'ancienne a été complètement démolie et rasée. Donc pour revenir à l'augmentation du tarif, donc nous proposons 7,76% conformément à l'augmentation de l'index TP10. Merci Bernard Krusinski. Y a-t-il des prises de parole, en considérant que vous maintenez donc la prise de parole de tout à l'heure, qu'elle est là pour le reste? Y a-t-il d'autres remarques par rapport à cette délibération?
On est sur la délibération 10. Y a-t-il des voix contre? Donc nous avons toujours pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6 voix contre. Y a-t-il des abstentions? D'accord, y a-t-il des abstentions? Donc c'est voté à la majorité, à l'exclusion de... Enfin, l'exclusion, sans que 3 personnes ne participent au vote, qui sont M. Mallet, Mme Kubler et M. Guibachet. C'était la délibération numéro 10. Délibération suivante, Bernard Pluzinski, c'est la 11. Oui, dans cette délibération, il s'agit donc de s'accorder sur le bordereau des prix concernant l'assainissement non collectif, donc le SPANC ou assainissement individuel. Nous proposons d'appliquer à la même augmentation de l'indice de travaux publics chapitre 10A de 7,76% sur ces 12 derniers mois. Ça concerne le contrôle, la vérification quand un abonné dépose un permis de construire, la vérification périodique tous les 10 ans et le contrôle en cas de vente. Pareil sur l'annexe, vous voyez sur la photo le schéma d'un assainissement individuel conforme à la réglementation. Donc pour le prix, nous proposons donc une augmentation de 7,76% pour l'année 2023. Est-ce que vous avez des remarques, des questions, autres celles qui ont déjà été formulées? On est sur la délibération 11. Y a-t-il, donc toujours pareil, les mêmes personnes ne participant pas au vote, donc 3 personnes, on garde les mêmes équilibres, il me semble, donc qui les voix contre, j'en ai comptabilisé 6, les mêmes. Les abstentions, une abstention, Mme Bergalet, c'est voté à la majorité, et donc 3 personnes les mêmes ne participant pas au vote. Délibération suivante, on est sur la délibération numéro 12, Bernard Pluzinski. Oui, donc là, il s'agit de s'intéresser au financement de l'assainissement non collectif par la taxe à l'aménagement collectif, participation à l'aménagement collectif. Donc, vous avez dans la première colonne les tarifs de l'année 2022. Et pareil, pour cette augmentation, nous proposons donc une augmentation de 7,76%, pareil, conforme à l'augmentation de l'indice TP10. Je rappelle que cette participation elle est due par les nouvelles installations des nouveaux permis de construire. Elle est due qu'une fois à l'installation de la maison. Donc, vous avez les différents types de maisons, de 1 à 7 et plus. Et ensuite, pour les locaux collectifs et logements sociaux, par exemple les hôtels, en fonction du nombre d'usagers. Donc cette participation sert évidemment au fonctionnement de l'assainissement et à l'adduction avec les nouveaux réseaux. Merci. Sur cette délibération, là, 12, y a-t-il des remarques parmi celles qui ont déjà été précédemment formulées? Donc, il y a des voix contre, 6, les mêmes voix contre. Y a-t-il des abstentions? Donc, une abstention, Mme Bergalet. C'est voté à la majorité en enlevant les 3 personnes les mêmes qui ne participent pas au vote. On passe à l'eau, cher Bernard, avec la délibération numéro 13. Oui, la délibération numéro 13 concerne une décision modificative du budget annexe de l'eau. Nous avions contracté un emprunt en trésorerie auprès de la Banque postale pour un montant de 2 500 000 €. Ce montant a été débloqué. Il convient donc, on a payé des intérêts, enfin la régie a payé des intérêts pour un montant de 10 000 €. Donc il convient de basculer de champ de décision modificative du chapitre 11 vers le chapitre 66 pour un montant de 10 000 € qui correspond aux intérêts payés pour le déblocage de ce prêt. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur cette délibération? S'il n'y en a pas, je propose de passer au vote. Y a-t-il des voix contre? Donc 6 voix contre. Même. Y a-t-il des abstentions? Une abstention à Bergalet. Donc c'est voté à la majorité. Même chose que la dernière fois. Le nom des 3 personnes qui ne participent pas sont les mêmes. Donc ça, c'était la délibération numéro 13. La 14,
les tarifs du service de l'eau. Et donc pour le tarif du service de l'eau, donc comme pour l'assainissement, la facturation de l'eau constitue la recette principale de la régie de l'eau, quasiment 92% des recettes. Vous avez sur la première page donc les tarifs qui ont été votés en décembre 2021 pour l'année 2022. Nous avons les mêmes pourcentages d'augmentation sur la formule de révision concernant l'eau, à savoir les frais et services divers 62%, l'électricité 40% plus 90%. Donc ce qui nous amène à un calcul au centime près. Donc les frais et services divers, ça nous coûte 9 centimes de plus. Et l'électricité, ça nous coûte 12 centimes de plus. Donc un total de 21 centimes d'augmentation. Ça pourra arriver à un tarif donc, qui est équivalent pour toutes les communes, les 7 communes, puisque Saint-Pierre-du-Mont a fait la convergence il y a déjà 2 ans. Donc on va arriver à un prix de 1,44 € hors taxe le mètre cube sur ce tarif, et pour Saint-Perdon 1,58 €. Donc pour répondre à la question de M. Bachet, donc les augmentations, puisque vous voulez du pourcentage, donc l'assainissement augmente d'à peu près 23%, et le tarif de l'eau d'à peu près 17%, ce qui nous fait à peu près en moyenne, puisque l'assainissement nous coûte plus cher, une augmentation d'à peu près 20% sur le tarif de l'eau. Donc en gros, on va passer de 4 € le mètre cube à 4,70 € le mètre cube assaini, ce qui fait que pour une facture de ménage moyen à Mont-de-Marsan de 100 mètres cubes, on va avoir une augmentation annuelle de 70 €. En gros, 7 € par mois. Voilà pour les chiffres exacts, M. Bachet. Merci. Sur cette délibération qui est la numéro 14, y a-t-il des voix contre? 6. Y a-t-il des abstentions? Une abstention de Bergalet. Les 3 personnes, toujours pareil, M. Mallet, Mme Publer, M. Bachet-Jean-Guy, ne participent pas au vote. C'est donc voté à la majorité. Délibération suivante, c'est la 15. Oui, monsieur. Je rajoute aussi que donc, la régie de l'eau et l'assainissement, c'est un SPIC, un service public industriel et commercial. Quand il y a des difficultés de facture d'eau, il y a un médiateur de l'eau, et on a effectivement une tarification qui augmente en fonction de la consommation, mais effectivement, on ne fait pas des mètres cubes d'eau gratuits. On ne peut pas prendre la facture des 25 000 abonnés de Mont-de-Marsan, leur demander leur revenu et appliquer un tarif social. On n'en est malheureusement pas là. La régie de l'eau, c'est un SPIC, un service public industriel et commercial. On vend de l'eau et on offre le service de l'assainissement. Et tout le monde est à égalité. Après, je ne nie pas qu'effectivement, il y a des difficultés. Mais si on n'applique pas ces augmentations, on va avoir un service de l'eau et de l'assainissement qui va se paupériser. On n'aura plus le même service, on aura des fuites qu'on ne pourra pas réparer, qu'on ne pourra pas investir, et au final, ça nous coûtera plus cher. Donc si on reporte de quelques mois, de quelques années là, M. Bachet, c'est un mauvais calcul, je vous le dis. Je ne vais pas vous rappeler certains mauvais souvenirs et certaines choses qui ont fait débat ici. Nous les aurions, ça permettrait d'atténuer la chute. Alors, ceci dit, je vois que vous nous rappelez les 5 millions de Mont-de-Marsan de Saint-Pierre-du-Mont, ça c'était en 2019, donc il y a 4 ans. On ne peut pas distiller cette idée subliminale que 5 millions chaque année, ça fait 20 millions. Ces 5 millions qui ont été repris par les communes, la vraie richesse de la régie de l'eau de l'assainissement, ce n'est pas les 5 millions, ce n'est pas le réseau, c'est les hommes et les femmes qui composent, ils ont été transférés à la régie intercommunale, et ça c'est la vraie richesse de la régie de l'eau aujourd'hui, pour les 55 personnes qui sont dans ce service. Je vous remarquer, cher Président, que j'ai eu l'occasion de le dire quand il y a eu le débat sur l'eau organisé par le Conseil de développement, ce que vous venez de dire. Donc nous partageons la même chose. Okay. Merci. Bon, je suis que les référents, je ne suis pas président. Y a-t-il d'autres... Oui, vas-y. Donc le bordereau des prix de la régie de l'eau, donc même chose que pour l'assainissement, donc on a une augmentation de 7,76% qu'on se propose d'appliquer pour les prix de l'eau. Pour un petit commentaire de la photo, vous voyez, il y a un magnifique château d'eau sur lequel il y a des antennes de radiotéléphonie mobile.
Donc quand ces antennes sont sur les châteaux d'eau, on ne les voit pas. Aujourd'hui, tous les opérateurs déploient la 5G. La 5G a un rayonnement moins nocif que la 4G, donc a une portée moindre, et pour ceci, on est obligé d'installer par endroit des antennes 5G. Donc quand on peut le faire, on le fait sur le château d'eau, et quand il n'y a pas d'autre moyen, on essaye de le faire sur des espaces publics, comme par exemple dans la future station de Jonas sur les antennes. Voilà pour le petit aparté sur les antennes, puisqu'il y a eu aussi le débat. Voilà. Très bien, merci de ces précisions. Au-delà des remarques qui ont été faites, y en a-t-il d'autres? Je propose donc de passer au vote. Je considère qu'il y a toujours les trois mêmes personnes qui ne participent pas au vote. Qui est contre? Donc 6 voix contre qui sont les mêmes que le vote précédent. Qui s'abstient? Même chose que le vote précédent, même Bergalet, donc c'est voté à la majorité. Et nous passons à la délibération 16. C'est bien celle-là, pour la désignation d'un membre au sein du comité territorial du SIDEC. Et donc, pour rappeler, pour les communes qui sont desservies par le SIDEC, en représentation-substitution, les communes ont un délégué dans les comités territoriaux, en l'occurrence l'eau. S'agissant de Mme Barrault, qui nous a malheureusement quittés, donc il faut la remplacer comme suppléante au sein du SIDEC. Et nous proposons donc de la remplacer par quelqu'un d'une commune qui est desservie du SIDEC. Et si Saint-Martin-Donné a un remplaçant ou une remplaçante, Monsieur le Président, je pense que ça serait bien de désigner quelqu'un de Saint-Martin-Donné. Oui, alors j'ai pas d'infos, Philippe n'étant pas là, j'ai pas d'infos sur... on avait une information d'une personne proposée. De mémoire, lors de la dernière réunion du bureau communautaire, il avait dit qu'il y avait quelqu'un de Saint-Martin-Donné, mais je ne me rappelle plus du nom. Oui, il n'avait pas donné le nom, mais il se proposait de... Donc, on peut mettre un élu en représentant de Saint-Martin-Donné. Donc là, on délibère sur le fait que c'est un élu, mais sans le nommer. Je crois qu'il faut un nom. Je vous propose de décaler cette délibération en fin de conseil. Nous aurons peut-être un nom à la fin du conseil, sachant que c'est un élu de Saint-Martin-Donné. Hein, on va essayer de pouvoir avoir un nom. Parce qu'a priori, on ne peut pas mettre simplement élu de Saint-Martin-Donné anonymement. Donc je propose de la mettre de côté. Vous me rappelez qu'il faut en parler en fin de conseil. Et donc la 17, là on passe sur GEMAPI, Bernard, que 2. La 17, c'est les amortissements des IMO, le budget GEMAPI pour les eaux pluviales. Voilà, donc c'est un budget qui est nouveau, eaux pluviales GEMAPI. Il s'agit en règle du CGCT d'appliquer un amortissement sur tous les articles du budget. Sur tous les articles qui composent ce budget. Bon, sachant que par exemple les logiciels, licences et brevets, on amortit sur 2 ans, la plantation d'arbres sur 15 ans, les autres constructions sur 30 ans. Donc vous avez tout le catalogue de l'amortissement, que ce soit le matériel de transport, le matériel informatique. Donc il faut se coller à l'instruction M14 pour approuver ce premier budget, ce premier amortissement des eaux pluviales et GEMAPI. Bien, sur cette délibération, y a-t-il des commentaires, des prises de parole? On est sur la 17, que je ne me perds pas les papiers. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Là, on est sur une participation qui est globale. Je reviens sur la délibération précédente. Il semblerait que ce soit Stéphanie Hénotte qui était proposée par monsieur le maire de Saint-Martin-Donné. Hein? Donc, on a dit que la 17 était votée à l'unanimité. On revient sur la 16 et on vous propose d'entériner la désignation du membre au sein du comité territorial SIDEC en la personne de Stéphanie Hénotte. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Donc, c'est voté à l'unanimité.
Et la 18, c'est la dernière concernant la GEMAPI, Bernard Kruzinski. Oui, encore apporté, Monsieur le Président, donc, puisqu'on parlait du SIDEC, donc demain il y a le comité syndical du SIDEC. On devra en savoir un peu plus sur les tarifs eau et électricité, si toutefois ils ont réussi à passer des marchés. 17h à Tartas, pour ceux qui font partie des comités territoriaux. Donc pour le budget annexe eau pluviale, nous avons une décision modificative numéro 2 qui concerne le paiement de la facture de, on marque les fournisseurs, c'est plutôt le bureau d'études Ingetec, pour lequel tous les maires ont reçu une carte de mise à jour pour les risques pluviaux. Donc on a déjà réglé une partie de leur prestation pour 42 806 €. Et donc il s'agit de faire cette décision modificative du chapitre 20 au 23 pour 42 806 €, sachant que le travail du bureau Ingetec va encore durer 1 an sur le schéma directeur pluvial. Merci. Y a-t-il des remarques par rapport à cette délibération qui est la 18? Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc c'est voté à la majorité. J'ai aucun écho qui marche. Allez-y. Tout le monde va m'entendre. Il y a eu quelques erreurs quand même sur la cartographie et que j'ai été signalé. J'espère que ce sera pris en compte. Pour la cartographie et la nomenclature des rues. Oui, c'est pour ça que le bureau Ingetec a donné à chaque maire ou à chaque adjoint à l'urbanisme la vérification, puisqu'il peut y avoir effectivement des coquilles. Et donc je pense que tout le monde a dû rendre son devoir à la régie de l'eau, sinon vous me le faites passer. Ils vont recompiler, donc effectivement c'est une correction qui a été demandée aux villes. Très bien, tout ça est noté. Y a-t-il d'autres remarques? Donc on est sur la délibération 18 qui est contre, qui s'abstient. Donc c'est voté à l'unanimité. On parle sur la partie éducation, 3 délibérations. Je passe la parole pour la 19 à Cathy de Même. Oui, merci, Monsieur le Président. Depuis que Nord Agglomération a pris la compétence scolaire, périscolaire et extrascolaire en 2015, c'est une délibération que nous prenons chaque année. Puisqu'effectivement, dans la loi liberté et responsabilité locale, il est précisé que le PCI qui est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques doit se substituer aux communes dans leurs droits et leurs obligations à l'égard des établissements privés. Il y a eu une modification pour la rentrée 2019-2020, puisqu'on ne participait pas pour les enfants en maternelle, mais depuis la scolarisation des enfants à 3 ans, on doit en tenir compte. C'est pour ça que depuis la rentrée 2019-2020, en plus des élémentaires, nous avons des enfants en maternelle. À partir du compte administratif 2021 qui a été approuvé en avril 2022, des dépenses de fonctionnement sont prises en compte et sont listées dans la circulaire ministérielle du 15 février 2012. Notre contrôle de gestion a pu évaluer nos coûts élèves ou réévaluer nos coûts élèves suivants. À savoir 607 pour un enfant qui est scolarisé en élémentaire et 1383 pour un enfant scolarisé en maternelle. Il vous est donc proposé de valider ces coûts, de prendre comme périodicité de versement à l'OGEC Jean Cassagne le trimestre à terme échu, le premier versement étant en janvier, puis en avril et en juillet. Les effectifs des enfants scolarisés à Jean Cassagne nous sont transmis par l'école en début de trimestre en communiquant les noms, date de naissance, classe et commune des enfants concernés. Il sera demandé, comme chaque fois, à l'OGEC le compte de fonctionnement général et de résultats de l'activité et de l'association. Cette délibération a été présentée à la commission éducation du 5 décembre dernier. Merci Cathy de Même. Avez-vous des remarques, des prises de parole par rapport à cette délibération? Madame Cavalier. Depuis 2019, les communes doivent financer les écoles maternelles privées sous contrat. C'est la conséquence de l'instruction obligatoire dès l'âge de 3 ans. Pour notre agglomération, la facture est d'autant plus lourde que cette année, 14 enfants de plus que l'an dernier sont inscrits à l'école privée. Et comme un enfant scolarisé en maternelle coûte à la collectivité 1 380 €, ce sont 19 362 € supplémentaires qui partent cette année dans le financement de l'école privée.
Maternelle et élémentaire confondus, c'est la somme de 287 866 € qui est versée à l'école privée et qui manque à l'école publique. Bien entendu, c'est la loi, mais nous pouvons rester critiques. L'école publique est gratuite, l'école privée ne l'est pas. Nous sommes pour que les parents assument leur choix quand ils décident de ne pas scolariser leur enfant à l'école publique. Car nous pensons que l'argent public doit servir à financer l'école publique qui manque de moyens et en a grandement besoin. De ce fait, notre groupe votera contre la délibération. Très bien. Y a-t-il d'autres prises de parole sur cette délibération? Oui. Monsieur Bachet-Guy. Oui, Monsieur le Président, merci. Il y a des délibérations qui, pour moi, n'appellent peu d'observations, mais celle-là, Madame la Vice-Présidente, m'interpelle. L'article L442 du Code de l'éducation, la loi de Grey de 59 impose aux communes de financer à parité les dépenses de fonctionnement des écoles élémentaires publiques et privées. Depuis la loi Blanquer du 26 juillet 2019, pour une école de confiance, cette obligation est également étendue aux écoles maternelles. Lorsque le choix des parents porte sur un établissement scolaire privé, aucune dérogation n'est nécessaire, si bien que l'agglomération et les communes ne sont pas informées de ce choix. Il y a une fuite conséquente d'enfants de maternelle et primaire vers le privé. Cela m'interroge parce qu'il y a un an, nous fermions une école publique sur l'agglomération. Aujourd'hui, 103 écoliers en maternelle, 234 en primaire sont scolarisés au collège Jean Cassaigne, collège, je le rappelle, privé. Il nous est proposé de délibérer sur la somme de, je le répète, 287 866 € correspondant à la participation financière de notre EPCI destinée à permettre l'exercice du libre choix des parents en matière d'enseignement. En commission finances, il nous est demandé de trouver une somme d'environ 600 000 € sur notre budget pour l'éducation et particulièrement pour couvrir le coût des repas de la cantine. Eh bien, je crois que ce soir, on a trouvé plus de la moitié de cette somme en votant contre cette délibération. Je ne remets pas en cause le libre choix des parents en matière d'enseignement, mais je souligne que notre agglomération investit largement, je dis bien largement, pour se doter des services nécessaires à l'accueil des élèves, que ce soit la garderie, la cantine, ATSEM, et je tiens à remercier ici les agents du scolaire et du périscolaire. Je ne pense pas que notre service soit défaillant, il m'apparaît donc disproportionné de nous imposer cette participation financière supplémentaire s'agissant d'élèves scolarisés dans le privé, et je le rappelle, le choix de scolariser son gamin dans le privé ne se fait qu'après acquittement d'une cotisation auprès de l'établissement privé. Autrement dit, ce soir, je pense que la loi est mauvaise et qu'il est dans notre rôle d'élu de le dire, de demander comment mettre fin à ces dispositions inadaptées qui mettent en difficulté notre agglomération. Donc, vous comprendrez bien que je voterai contre cette délibération et cette participation, contribution forcée. Je vais pas prononcer mon avis personnel, mais je suis une élue et jusqu'à preuve du contraire, il me semble que c'est la loi. Donc voilà, que les gens ne pas l'appliquer me paraît être compliqué. Je partage totalement par contre l'avis de Madame Cavalier. Très bien. La première chose, je vous remercie d'avoir souligné, c'est le fait que notre service scolaire n'est pas défaillant, bien au contraire que c'est un service de qualité. Je vous remercie, je le note et je vois qu'on peut partager les choses. La deuxième chose, vous avez compris qu'on ne peut pas se mettre hors la loi. Le problème, il est là. Et après, chacun a un avis très personnel. Je ne suis pas forcément d'ailleurs du même avis que ma collègue a mis. On peut avoir des avis nuancés. D'accord, c'est ce qui fait aussi la beauté du spectacle. Moi, je suis plutôt partisan que les gens soient libres, justement, et qu'il n'y ait pas de différenciation. Alors après voilà, vous voyez, on n'est pas forcément d'accord, mais
je n'ai pas l'idée individuelle. Voilà. Mais après, on ne va pas refaire le combat des années précédentes, même si vous avez raison de vous exprimer. Je n'ai pas l'intention de me mettre hors la loi, dans tous les cas. Y a-t-il d'autres prises de parole par rapport à ça? Notre défi et notre challenge à relever, il est de toujours continuer à maintenir la qualité du service public, que ce soit bâtimentaire, du service en général, pour qu'il n'y ait pas justement de fuite intempestive. Et ça, c'est notre responsabilité. Y a-t-il des voix contre? Alors, il y a 6. Voilà, on y va. Allez, Monsieur Savary avec la procuration de Madame Beaumont, Monsieur Bachet avec la procuration de Madame Pio, Madame Cavagnier avec la procuration de Monsieur Dutin, Monsieur Garcia Michel, Madame Bergalet, Monsieur Bachet-Guy, Madame Boyardi. Je vous remercie. Y a-t-il des abstentions? L'abstention, c'est voté à la majorité. La délibération suivante, c'est la 20. Madame de même, je suis déçue parce que vous êtes d'accord avec moi, mais vous n'avez pas voté contre. Elle n'a peut-être pas envie d'aller à Pépignan. Non, voilà. Madame de même. Je suis pas prête. Je suis pas encore prête. Même si vous prenez les oranges. Cette délibération, mais toujours pareil, depuis 2015 qu'on a sans agglomération à la compétence scolaire, périscolaire, extrascolaire, on doit délibérer sur les coûts élèves. C'est dommage que vous ne m'entendiez plus. Alors là, on a des élèves issus des communes situées hors de notre agglomération qui fréquentent les écoles de notre territoire, soit pour des raisons liées à leur situation particulière de famille, soit parce que les communes ne disposent pas de structure ou de capacité nécessaires pour les accueillir. Dans ce cas, comme indiqué dans le Code de l'éducation nationale, la commune qui reçoit ces enfants, en l'occurrence une des collectivités, une des écoles de notre agglomération, doit demander de participer aux dépenses de la commune de résidence. Afin de calculer cette contribution financière, le contrôle de gestion a évalué ce coût sur les dépenses de fonctionnement de l'année 2016, année qui a suivi la prise de compétence. Conformément à la loi des dépenses d'investissement, les annuités d'emprunt et les charges de services périscolaires sont exclues. Ce coût a été réactualisé en 2022 en tenant compte du compte administratif 2021 et les coûts suivants en résultent. 607 € pour un enfant scolarisé en élémentaire et 1383 pour un enfant en maternelle. Il vous est donc proposé de valider ces coûts de revient et les appliquer pour l'année scolaire 2022-2023. Délibération également présentée en commission d'éducation. Merci. Y a-t-il des remarques sur cette délibération? Y a-t-il des prises de parole? On est sur la délibération qui est la 20. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Donc c'est voté à l'unanimité. Délibération suivante sur les petits déjeuners, le dispositif. C'est un dispositif qui est porté par l'Éducation nationale dans le cadre du plan nutrition santé. Plusieurs études montrent que la prise du petit déjeuner chez l'enfant et adolescent n'est pas systématique. La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, adoptée en 2018, prévoit d'encourager dans les écoles primaires la distribution de petits déjeuners sur les temps périscolaires ou scolaires, selon le choix de l'école ou de la commune. Un travail en concertation avec l'Éducation nationale nous a mené pour la mise en place de ce dispositif dans les écoles suivantes. Donc on a l'école maternelle et élémentaire du Pays Watt, on a l'école primaire Frédéric Mistral, on a le RPI Saint-Martin-Jouloux et Campette, on a l'école maternelle de Gaillère, ce qui concerne 694 élèves. On va servir à peu près 2620 petits déjeuners et on vous propose d'approuver les termes de la convention qui était jointe à cette délibération afin d'autoriser M. le Président de le signer, et le fait de conventionner avec l'Éducation nationale nous amènerait une subvention de 3 405 €. Donc c'est les petits déjeuners qui sont servis sur les temps scolaires, les plannings
de distribution des petits déjeuners ont été travaillés avec l'IEN et les directeurs d'école, nos agents étant là en appui, et les parents, s'ils le souhaitent, sont invités à participer à ces moments de petit déjeuner. Voilà. Merci Cathy. De même, y a-t-il des prises de parole ou des questions? Oui. Madame Cavani. Alors, a priori, l'intention paraît louable, puisqu'il s'agit de lutter contre les inégalités sociales et la pauvreté. Mais en y regardant de plus près, peut-on penser qu'un petit déjeuner offert une fois par semaine pendant 3 ou 4 semaines suffit à répondre à la précarité et à la malnutrition? C'est mieux que rien, me direz-vous. Toutes les écoles ne proposent pas ce petit déjeuner. Il n'est servi que dans les écoles qui ont été identifiées comme accueillant les enfants de familles les plus précaires. Mais hélas, la pauvreté, de nos jours, se niche partout, et notamment dans les centres-villes, je le sais pour y avoir travaillé. Or, les 2 écoles du centre-ville montois n'entrent pas dans le dispositif. Un autre élément à prendre en considération est que dans les écoles concernées, le petit déjeuner est servi à tous les enfants, alors qu'une bonne partie d'entre eux l'a déjà pris à la maison. Ce qui fait qu'ils déjeunent une 2e fois. Et nous savons que la multiplication des prises alimentaires favorise le risque de surpoids et d'obésité infantile. C'est pour cette raison que les médecins ont fait interdire les produits laitiers qui étaient autrefois distribués quotidiennement aux élèves d'école maternelle. De plus, comme ce petit déjeuner est donné aux enfants sur le temps scolaire, on constate souvent qu'il est distribué avant la récréation de 10 heures, ce qui est trop tard. Car à l'heure de la cantine, l'enfant n'a plus faim, et ce qu'il va bouder généralement est ce qui lui fait le plus de bien, c'est-à-dire les légumes. Ce n'est pas moi qui l'invente, des études ont été réalisées sur le sujet. Donc, comme vous savez que nous sommes source de propositions, en voici une. Est-ce qu'on ne pourrait pas généraliser le dispositif du fruit à la récré et proposer chaque jour à chaque élève scolarisé dans l'agglomération un fruit frais, de saison, local et pourquoi pas bio, qui pourrait être donné en début de matinée? Cela éviterait de prendre trop de temps sur les apprentissages scolaires tout en contribuant à une éducation au goût, saine, équilibrée et équitable entre tous les élèves de l'agglomération. C'est un dispositif éducation nationale. Donc les écoles qui font partie de ce dispositif pour cette année scolaire, c'était des volontaires. Donc voilà. Et le planning de distribution des petits déjeuners, c'est vrai qu'il y en a, la plupart des écoles, c'est un petit déjeuner dans la semaine. Les plannings ont été faits en concertation avec l'IEN et les directeurs d'école. Mais dans l'idéal, ce serait de fournir des petits déjeuners uniquement aux enfants qui n'ont pas mangé le matin. Parce que là, c'est sûr que ça favorise l'obésité. Il y a des enfants qui déjà mangent. Madame Lelot. Oui, merci Monsieur le Président. Juste pour compléter le propos, moi je suis allée dans les écoles de Saint-Pierre qui bénéficient de ce dispositif. C'est un dispositif effectivement qui est en partenariat avec l'Éducation nationale et qui est source aussi d'un travail pédagogique de la part des enseignants, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent, le petit déjeuner en soi n'est pas que un petit déjeuner en soi. Hein. Il y a derrière, il y a tout un travail qui est fait de la part des enseignants auprès des enfants. Moi, quand je suis allée dans les écoles de Saint-Pierre, le petit déjeuner était à 8h45 et non pas à 10h. Voilà, peut-être, mais en tout cas, c'est un petit peu la préconisation. Effectivement, sur le nombre d'enfants et de familles qui étaient là, parce qu'il y a des parents qui participent aussi, certains avaient pris un petit déjeuner déjà auparavant, mais la consigne est passée auprès des familles par les enseignants sur le fait que ce jour-là, ce serait bien que les enfants ne petit déjeunent pas. Parfois, et j'en ai discuté avec les familles, celles-ci m'ont dit que le petit déjeuner pour elles était un moment sacré familial et que même s'il y avait le petit déjeuner à l'école, ils ne dérogeaient pas à ce moment en famille. Voilà. Ceci dit, les produits qui sont présentés, il y a un produit laitier, un produit céréalier, un fruit. Ce ne sont pas toujours les mêmes d'une fois sur l'autre. C'est la cuisine centrale qui fournit les petits déjeuners. Voilà, moi, je pense que si, alors peut-être que ça ne concerne pas encore tous les enfants, on a quand même continué à privilégier les quartiers politiques de la ville. Les écoles qui sont en quartier politique de la ville, voilà, on les a privilégiés sur ce dispositif.
Et il y a un gros travail qui est fait aussi éducatif et pédagogique par les enseignants autour de ce petit déjeuner. Merci de ces précisions, Ghislaine Lallou. Sur cette délibération, je propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Avant de passer la parole sur la partie finance à Hervé Bayard, ou peut-être souligner la qualité de ce que l'on a vu hier avec certains d'entre nous. Eliane Darteron était là, Cathy Demem et d'autres, Jean-Jacques Bourdon, sur le spectacle qui était l'aboutissement de l'orchestre en classe fait l'orchestre à l'école fait au Père Watt, mené brillamment par son directeur, soutenu par un certain nombre de partenaires, publics ou privés, avec le Café Musique, je crois, faut pas que j'en oublie. Nous étions là aussi à soutenir ce dispositif, les équipes politiques de la ville étaient là et on a pu savourer un travail exceptionnel d'enfants qui, pour la plupart, n'avaient jamais touché un instrument de musique et ont fait un rendu assez sympathique. J'espère ne pas oublier de partenaires dans ce que j'ai cité. Je crois pas. Sur la délibération suivante et sans transition, on va parler de finances et de rugby. Je passe la parole à Hervé Bayard et peut-être que Farid Abba pourra rajouter un mot s'il le souhaite. Merci Monsieur le Président. Donc, une fois encore, nous apportons notre soutien au Stade Montois Rugby à travers donc, deux opérations. D'une part, un partenariat qui vise à verser une subvention de 130 000 € dans le cadre de missions d'intérêt général qui sont conduites par le club. Et puis, d'autre part, avec également l'achat de prestations de relations publiques et de communication pour un montant de 70 000 €, donc un soutien global d'un montant de 200 000 €. Y a-t-il, Farid, peut-être tu veux ajouter un truc? Oui, je voudrais juste ajouter nos remerciements aux nombreux bénévoles qui consacrent du temps et de l'énergie aux autres afin de permettre notamment aux événements sportifs professionnels de se dérouler sereinement, et également il y a de nombreux bénévoles éducateurs qui participent à des actions d'intérêt général. Alors je voulais le souligner ce soir. Merci. Merci. Y a-t-il des prises de parole? Monsieur Hara. Oui, vous précisez, Monsieur le Président, comme j'ai dit en conseil municipal, que je ne participerai pas au vote sur cette délibération-là. Et, veuillez m'en excuser, j'étais un peu en retard. 17 h en Bretagne, c'est un peu tôt, Monsieur le maire, mais j'ai fait de mon mieux. Au PV, je ne sais pas s'il a été corrigé, mais sur la motion de la dernière fois, je ne me suis pas abstenu, je n'ai pas participé au vote également, pour que ce soit corrigé. Puisque je ne m'abstiens pas sur la motion, je ne participe pas au vote. Et je ne participe pas au vote non plus sur cette délibération. On modifie donc le PV. J'ai juste une petite question. Pour Mathieu. Mais pas obligé de me répondre. Quelle est la raison pour laquelle vous ne participez pas au vote? Pour le... Je peux le dire, il n'y a aucun problème, puisque ça a l'air de poser des questions à tout le monde. J'ai monté une société de conseil et l'actionnaire majoritaire du Stade Montois fait partie de mes clients. Ce n'est pas mon client principal, loin de là, mais il en fait partie. Je ne travaille pas pour eux sur le territoire de Montmarsan. Je ne travaille en rien, ni jamais, je n'ai jamais touché 1 € pour le Stade Montois Rugby, contrairement à ce qui se dit aussi. Mais le service juridique me dit que je peux participer au vote, mais à partir du moment où je travaille par ailleurs et en partie pour l'actionnaire majoritaire, je préfère ne pas participer au vote. Voilà. Pour protéger tout le monde, moi, la collectivité, même si je n'ai aucun lien avec le club. Merci de cette précision. Alors, Madame Boyardi. Simplement une précision par rapport à nos positions sur ce vote, puisque je pense que ça va mieux en le précisant, en le disant. Je m'abstiendrai sur ce vote, non pas que je ne soutienne pas le Stade Montois, je suis pleinement consciente des valeurs qu'il véhicule et de son impact en matière d'attractivité et de valeur pour notre territoire. Néanmoins, au moment où l'on parle de sobriété, voilà, peut-être qu'on aurait pu resserrer un petit peu la participation, même si j'estime que tout le monde a besoin de nous. C'est la raison pour laquelle je m'abstiendrai. Merci. Y a-t-il d'autres remarques ou prises de parole sur cette délibération? Donc on note que M. Hara ne prend pas part au vote et donc on procède au vote qui est contre. Donc il n'y a pas de voix contre. Qui s'abstient, donc il y a une abstention, 2 abstentions, 3 abstentions. Alors donc on a Madame Boyardi, M. Bachegui et Madame Bergalet. Donc je vous remercie, c'est voté à la majorité. La délibération suivante
on passe dans un certain nombre de décisions modificatives. Hervé Bayer. Merci, Monsieur le Président. Donc, en effet, on aborde des décisions modificatives à la fois sur le budget principal et à la fois sur les budgets annexes. Sur le budget principal, il s'agit essentiellement d'ajuster entre fonctionnement et investissement notre participation à la création, à la réalisation de la ligne TGV SEA. En intérêt, il s'agit de 86 000 €, donc c'est du fonctionnement, et puis en capital de l'emprunt, c'est 914 000 €. Dans cette DRM aussi, il faut mentionner le fait que nous apportons un soutien supplémentaire aux aides au logement de 55 000 € et que nous revoyons également la ligne concernant les acquisitions de terrain. Voilà. Y a-t-il des prises de parole, des demandes de précision sur cette décision modificative? On parle du budget principal, c'est la 23. Monsieur Savary. Notre groupe votera. C'est noté. Y a-t-il d'autres prises de parole? Monsieur Mallet. Oui, n'ayant pas voté le budget, nous voterons contre ADM aussi. Merci. Y a-t-il d'autres prises de parole? Donc sur cette délibération qui est la numéro 23, y a-t-il des voix contre? Donc voix contre. Alors on va comptabiliser. Madame Boyardi, je vous laisse comptabiliser. Laissez vos mains. Je vais dire les mains en l'air, pardon. Vous me dites quand c'est bon pour notre direction des affaires juridiques. Je vois une main qui se lève, qui est Monsieur Le Balec, mais il ne la lève pas très haut, donc il faut. Voilà. Vous l'avez vu? Y a-t-il des abstentions? Il n'y a pas d'abstention. C'est voté à la majorité. La décision suivante concerne des DM, des modifications sur le budget logement, c'est la 24. Donc là, tout simplement, il s'agit de procéder à un ajustement au niveau des taux, compensé par des travaux d'entretien, puisque nous avions mis au budget une somme qui était largement suffisante. Voilà. Sur cette délibération 24, avez-vous quelque chose à dire? Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? C'est voté à la majorité. La délibération 25 concerne les transports. Donc là, dans cette DM, il s'agit d'ajuster notre contribution aux délégataires du fait d'une actualisation de prix. Il s'agit également de cette actualisation de prix est compensée par une ponction sur des provisions. Il s'agit également d'enregistrer le fait que nous avons un versement en mobilité plus important que prévu et que nous avons, voilà pour l'essentiel. Avez-vous des questions sur la délibération 25, l'ADM Transport? Monsieur Savary. Juste une indication de vote pour vous dire que notre groupe votera contre. Y a-t-il d'autres prises de parole? Y a-t-il des voix? Alors sur cette délibération 24, y a-t-il des voix contre? Donc on a 6 voix contre. Y a-t-il des abstentions? Je ne vois pas d'abstention, c'est voté à la majorité. Délibération suivante concerne une série d'autorisations qui permettent de fonctionner en attendant les votes de budget. Alors là, il s'agit, on pourrait presque faire un vote groupé, parce qu'en fait, finalement, ce sont des délibérations qui sont purement techniques, que nous prenons en début de chaque année, permettant ainsi à nos services et puis également à nos partenaires de fonctionner jusqu'à ce que nous adoptions le budget. Donc il s'agit, dans la délibération 26, d'une autorisation d'engagement à hauteur de 25% du budget principal voté l'année précédente. La délibération 27, il s'agit simplement d'une avance de versement au CIS d'un montant de 500 000 €. La 28, il s'agit d'une autorisation donc, de versement d'une avance
à notre office du tourisme d'un montant de 180 000 €. La 29, il s'agit d'une autorisation de versement d'une avance de 500 000 € au théâtre de Gascogne. Bon, là, des délibérations comme celle-là, donc c'est pour permettre de fonctionner. Sur la 26, y a-t-il des voix contre? On parle de l'autorisation de choix dans le budget principal et annexe. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Merci. Sur la 27, c'est sur le CIS. Y a-t-il des voix contre? Allez-y, Mathilde. Une question. Oui, je vais reparler de la maison d'accueil temporaire. Je vous évite l'historique, que j'ai déjà fait plusieurs fois, mais l'équipement doit ouvrir au début janvier. Il y a eu hier un conseil d'administration du CIAS où il aurait été dit que vous aviez un engagement écrit de l'ARS sur une dotation de 490 000 € par an, que finalement il ne tiendrait pas. Est-ce qu'on peut confirmer ça, qu'il y a eu cet engagement écrit, ce qui permettrait, si tel est le cas, de le rappeler à vos engagements? Est-ce que je passe la parole s'il le souhaite à Marie-Christine Arbat? Oui. La 26 a été votée. Hein. Ah, d'accord. Oui, effectivement, au cours des différentes discussions que nous avons pu avoir avec l'ARS, il nous a été proposé de pouvoir monter la partie soins qui est allouée à la maison d'accueil temporaire pour un montant de 490 000 €. Donc nous avons fait un compte rendu de la réunion, nous avons eu une réponse de l'ARS nous disant que nous pouvions proposer en fait notre budget avec ce montant, et puis effectivement, visiblement il n'y a pas eu de retour au niveau régional, et sur les réunions suivantes nous avons dû revoir à la baisse et repartir sur le montant qui était celui de départ, qui était donc à 290 000 €. Si je comprends bien, il n'y a jamais eu d'écrit s'engageant à 490 000 €. Si, on a un courrier de l'ARS en retour de la première réunion qu'on a eue, nous disant de construire notre proposition de personnel avec ce montant-là. Alors, moi j'ai une vraie difficulté, c'est que ce n'est pas du tout ce que dit l'ARS. Est-ce qu'on pouvait voir ce courrier? Oui, on va les faire passer. Je suis désolée, je ne les ai pas là, mais on va les faire passer. Les transférer par email, ça va très vite. Ben, oui, c'est ce qu'on fera. Très bien. Il n'y a pas de difficulté. Très bien, merci. Sur cette... alors, on est sur les autorisations, on va faire qu'il y a des parenthèses qui s'ouvrent. Monsieur Dutin. Non, juste une autre parenthèse finalement concernant le CIAS sur un point qui a attiré mon attention avec ma casquette de conseiller départemental. J'ai pris connaissance d'un courrier qui vous a été adressé par le président Fortinon concernant la fermeture de 16 lits à l'EHPAD du Marsan du fait d'une problématique de gestion des personnels. Donc d'abord, évidemment, je voudrais savoir où on en est effectivement concernant la fermeture de ces lits. Est-ce que vous avez des informations à nous donner? Étant précisé que sur ce point, le département a été assez surpris de ne pas être consulté effectivement ou informé en la matière, étant précisé que nous sommes évidemment à la disposition des uns et des autres pour venir apporter modestement notre contribution en matière d'EHPAD, et vous savez l'attachement que le département a pour ce type de structure. Je rappellerai tout de même qu'en la matière, le département des Landes est venu au soutien des EHPAD et a permis le financement à travers le plan Bien Vieillir de 180 équivalents temps plein pour une création effective de 147 équivalents temps plein. Si on les ramène effectivement aux EHPAD du CIAS du Marsan, ça signifie qu'on a créé ou permis de pérenniser 3,5 équivalents temps plein par établissement. Donc je m'étonne effectivement de ces difficultés. Je n'ignore pas qu'en la matière, effectivement, on peut assister parfois à des pénuries de personnel. Là encore, je redis ce que j'indiquais tout à l'heure, nous sommes prêts à participer à toute réflexion utile en la matière, puisque le département a engagé des travaux sur l'attractivité de ces métiers pour contribuer à l'amélioration de situations ponctuelles. Je reviens effectivement
ce point de la fermeture de 16 lits, ce qui n'est pas rien. Est-ce que vous pouvez nous fournir des explications sur les raisons pour lesquelles on en est arrivé à cela et si il y a des décisions qui ont été prises pour y remédier? Oui, effectivement, M. Putin, nous avons fermé 16 lits à l'EHPAD du Marsan, donc j'espère que les actions que vous menez pour recruter du personnel vont être efficaces, puisque effectivement, ce n'est pas juste un problème de financement, c'est effectivement un problème de personnel. Donc, il est arrivé un moment où, au niveau de l'EHPAD du Marsan, nous avions des difficultés sur certains types de personnel qui ne nous permettaient pas d'assurer la totalité de prise en charge sur des personnes, des résidents présents sur la totalité des lits. Ce d'autant plus qu'il n'y avait pas de liste d'attente pour intégrer l'EHPAD. Il nous a semblé préférable de fermer 16 lits en attendant de pouvoir recruter sereinement du personnel plutôt que de prendre du personnel intérimaire qui vient ou qui ne vient pas et qui coûte extrêmement cher à l'EHPAD. Plutôt voilà, que de faire un travail qui ne soit pas de bonne qualité ou qui ne soit pas satisfaisant pour les résidents. Bien évidemment, dès que les recrutements sont en cours, nous essayons de stabiliser l'équipe et bien évidemment, dès que cela sera possible, les lits seront réouverts. Donc pour parler tranquillement et concrètement, il y a toujours 16 lits qui sont fermés. Oui. Oui, je m'étonne que ce sujet ne soit jamais apparu aussi. Avant que je la casse totalement, c'était la réflexion que je voulais faire et donc je la partage parfaitement. D'une part, je suis étonné que cette décision n'ait pas fait l'objet d'une concertation en aval avec effectivement les services du département qui sont, et vous l'avez souligné, effectivement concernés, et que peut-être que de la discussion jaillit effectivement la lumière, et je suis là aussi parfaitement étonné que, parce que ça n'est pas marginal tout de même comme point, qu'aucune commission n'ait été informée, et notamment la commission idoine n'ait été informée de cette situation, qui dure donc depuis quelques mois tout de même. L'ARS, qui est notre tutelle, a été informée et a donné son aval. Donc, ceci dit, effectivement, je vous concède que nous aurions dû informer le conseil départemental. J'ai bien pris connaissance du courrier et nous y remédierons lors de la réouverture. Nous attendons une réponse, qui viendra quand elle viendra, mais vous pouvez venir assez rapidement, ça serait fait. Il me semble aussi que ces sujets quand même pourraient être traités au sein du conseil d'administration. Ce n'est pas du sujet minime, il me semble que ça pourrait être mis, qu'on puisse en parler, qu'on puisse au moins être informé. Je prends le point, c'est-à-dire qu'il faut en effet sur ces dossiers-là qu'on puisse en discuter au CA. Ce que j'ai compris, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de liste d'attente, c'est ça? Il n'y avait pas forcément une liste d'attente. Ça a peut-être évolué depuis, il faut qu'on regarde ce point-là. Mais enfin, ce n'est pas une raison pour se satisfaire de cette situation. La difficulté de recrutement sur des métiers, elle existe. Je sais qu'on essaye de rivaliser d'inventivité pour faire de l'attraction de ces métiers-là. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Monsieur Bachet. Abordé dans ce ton-là à la réunion du CCS cet après-midi, mais il faut que nous ayons conscience, les élus que nous sommes, qu'on a un réel problème sur le recrutement pour les métiers de santé, sur les formations. C'est dû à plusieurs choses. D'abord, il y a des conditions de travail qui se sont effectivement complexifiées au regard du vieillissement de la population. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il y a les questions du bien-être au travail avec la question de la rémunération, qu'on ne peut pas passer sous silence. Et la troisième, je m'excuse, M. Mathieu Hara, mais comme vous connaissez une personne qui est bien placée au gouvernement, il y a le problème du statut de la fonction publique et territoriale, qui aujourd'hui ne correspond plus à la vie d'aujourd'hui. Et ça, il faut que nous en ayons conscience. Si on ne change pas les choses, on va vers de graves problèmes. Dans le métier de santé, y compris hospitalier, pas que de la fonction publique territoriale, l'attractivité, à titre indicatif, puisque la région elle finance des formations sur les métiers de santé,
dès que les sessions sont terminées, 20% de ces gens-là quittent ce métier pour aller se réorienter. Et en plus, les gens qui acceptent de rentrer dans ce métier-là souhaitent ne pas dépendre de la fonction publique et territoriale, s'inscrire dans des agences d'intérim parce qu'ils sont mieux payés. Donc si on ne change pas tout ça, on sera confronté à ces mêmes problématiques. Et vient se rajouter ce que nous disions avec Jean-Baptiste Savary en aparté, qu'aujourd'hui, le fait que les conditions de vie soient difficiles, les familles font les choix de garder les personnes âgées le plus longtemps à domicile. Donc il y a aussi ces problématiques de remplissage des lits. Et donc voilà, tout ça, il faut qu'on en ait conscience, nous élus, au niveau qui est le nôtre, et que les messages puissent remonter. Je compte sur vous, monsieur Mathieu Harra. Monsieur Bachet. Laissez tranquille, monsieur Harra. Il vous a expliqué qu'il était plus au gouvernement. Maintenant, il s'occupe des intérêts de monsieur Cazot, entre autres, mais il n'est plus au gouvernement. Il est plus proche du gouvernement. Enfin, du moins plus en lien professionnel avec le gouvernement. Je vous remercie. Je n'ai jamais été au gouvernement. Et puis, vous adressez à M. Daillot qui a fait le choix de rejoindre la majorité présidentielle. Non, en adhérant à Horizon, parlez-lui directement. Ce sera quand même plus simple parce que moi j'ai arrêté, lui il a pris. Donc, c'est encore plus que moi l'action du gouvernement. Vous voyez pour répondre à votre question. Il ne s'occupe plus de ça, il s'occupe des intérêts de M. Cazot maintenant. Oui, absolument. Je m'occupe. Alors, pas du père, le fondement. Non. Après, si vous voulez qu'on parle d'intérêt dans cette collectivité, j'en serais ravi et ça viendra. Et si on parle de choses légales ou pas légales aussi, on y viendra, croyez-moi. Par contre, ce que vous dites, M. Bachet, vous ne m'empêcherez pas de penser que quand on perd 2 DGS en 2 ans, 2 directeurs du CIS et qu'il n'y a plus de directrice du pôle hébergement, ça n'aide pas à recruter les gens. D'ailleurs, puisque vous me tendez une perche, sur le DGS, je pense que les 3/4 des gens ici ne croient pas un mot de ce que vous avez dit tout à l'heure. Pas un mot. Et ça voudrait dire, de ce que vous dites, que si on ne recrute pas en interne, on n'aura pas de DGS avant le mois de mai. Un DGS qui est très heureux, mais ça fait 6 mois qu'il n'est plus jamais là. Mais tout va bien, bien entendu, et vous y croyez tous. Par contre, oui, effectivement, quand ça fonctionne moins bien, forcément ça va pas bien, mais si vous voulez, je ferai passer le message quand même. Voilà. Merci. Moi, je voudrais répondre à M. Bachet simplement sur la qualité de vie au travail. Donc, effectivement, oui, c'est tout à fait général, mais c'est par rapport aux 16 lits qui sont fermés, moi je pose quand même la question, est-ce qu'il vaut mieux laisser 16 lits ouverts avec des personnels en souffrance qui s'arrêtent, prendre de l'intérim qui change tous les jours et maltraiter des résidents, ou bien fermer 16 lits parce qu'on n'a pas le personnel nécessaire et assurer un travail qui soit un travail correct. La réponse est trop facile. Ah non, la réponse n'est pas trop facile, c'est la réalité. C'est la réalité du quotidien des soignants, et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'ils ne restent pas dans cette profession. Voilà, ça n'a aucun sens. Est-ce qu'il y a d'autres? Je vous propose d'avancer sur cette délibération. Alors, la délibération n'était pas forcément sur ce sujet-là, mais elle ouvre un débat. Sur cette délibération qui visait à autoriser donc de verser 1/4 du budget de la fois d'avant pour pouvoir fonctionner, y a-t-il des voix contre cette délibération administrative? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. La délibération suivante, c'est la 28, et c'est la même démarche vis-à-vis de l'Office du tourisme. C'est vrai qu'il y a... Alors, la 28, Office du tourisme, commerce et artisanat. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Celle concernant le théâtre, la 29, y a-t-il des abstentions? Des voix contre, des abstentions? Je vous remercie. Hervé Bayard sur la 30, c'est l'autorisation de versement d'avance pour la dotation de solidarité communautaire. Oui, le principe, Monsieur le Président et mes chers collègues, est exactement le même que les délibérations précédentes, c'est-à-dire qu'il s'agit de verser une avance donc, aux communes de la communauté d'agglomération, bien sûr, les 18 communes, donc pour un montant total de 500 000 €, en sachant que ça concerne la DSC, la dotation de solidarité. Y a-t-il des prises de parole ou des remarques par rapport à cette délibération? Il s'agit de pouvoir faire cette avance. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions?
Je vous remercie. La délibération suivante est la 31. On est sur les attributions de compensation. Oui, merci. Donc là, il s'agit simplement, c'est une délibération que nous prenons chaque année. Il s'agit d'ajuster les attributions de compensation en fonction donc, des mutualisations qui se sont exercées durant l'année. Cette délibération, alors la mutualisation concerne essentiellement et exclusivement la communauté d'agglomération avec la ville de Mont-de-Marsan, donc en matière de RH, de finances, de commandes juridiques, informatique, DGS, communication, et puis le cabinet également, donc il y a une répartition qui s'opère, mais cette délibération concerne essentiellement une modification pour la ville de Mont-de-Marsan, qui sera donc sollicitée d'un montant supplémentaire de 93 050 €, portant ainsi sa contribution à 5 062 941 €. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. C'est pas terminé. Avec des rapides, je ne sais pas si c'est lié à ce qui se passe après. Je voudrais, avant de laisser quand même la parole, à moins que quelqu'un veuille intervenir pour un sujet ou autre, avant de laisser la parole à monsieur le maire de Bretagne, parce que j'ai été rapide au début, mais je voulais quand même qu'on laisse un peu de temps pour le remercier de nous accueillir ici et bien évidemment lui permettre de nous dire quelques mots sur cette jolie commune de Bretagne-de-Marsan. Vous dire, remercier l'ensemble des services qui sont ici présents, ou ceux qui ont contribué à ce conseil. Je m'oublie parfois de le faire, donc je veux insister. La direction des affaires juridiques, avec son directeur général adjoint, les services techniques, nos DGA sont là, la partie également informatique et sonorisation, parce qu'il faut être très indulgent, il a fallu externaliser tout ça, donc il y a quelques réglages forcément, mais ça a plutôt bien déroulé. Hein, voilà. Donc je voulais vous remercier, je ne le fais pas assez souvent, l'informatique et la partie sono, parce que des fois, bon, c'est le mot détail, là, il faut que ça fonctionne, et puis forcément, en général, quand on appuie sur le bouton, le jour J, alors que vous l'avez essayé 50 fois, ça ne marche pas toujours. Donc on voulait vous remercier tout particulièrement. Vous dire que le prochain conseil d'agglo aura lieu le 26 janvier. Il aura lieu à l'agglomération, mais ça ne veut pas dire qu'on ne reproposera pas une des 18 communes, 17, de pouvoir se prêter à l'exercice de ce soir. Vous dire qu'à l'issue de ce conseil, il y a une petite collation, et bien évidemment, il semblerait qu'il y ait un match de foot tout à l'heure. J'ai cru comprendre ça. Oui. Mais je vais laisser la parole à... Monsieur le Président, juste avant, effectivement, pour que Monsieur le maire puisse conclure, en parlant du match de foot, je tenais, et j'en profite que Sud-Ouest soit dans la salle, pour vous indiquer que concernant ce match de foot, je le regarderai chez moi à la maison, en toute simplicité, avec ma compagne et mes 3 enfants, que je risque de ne pas fumer une cigarette à la mi-temps parce que je n'ai pas ce vice-là. Par contre, je risque de siroter un petit Armagnac du domaine d'Augnois par rapport au département, et en fonction de la victoire ou pas, je choisirai le millésime, puisqu'il s'agit de s'intéresser à ce que font les élus pendant les matchs de l'équipe de France. Je tenais effectivement à souligner ce que moi je ferai tranquillement chez moi. Monsieur le maire, merci en tout cas de m'avoir donné la possibilité de venir à un conseil d'agglo. J'aurais presque pu venir à pied à travers Champs. C'est bon? Voilà. Charles, voilà, je voulais tout simplement vous dire à tout à que nous sommes très heureux de vous accueillir à Bretagne-de-Marsan. Donc lorsque le président m'a parlé éventuellement de 1000 idées de réaliser des conseils communautaires délocalisés, c'est tout naturellement que j'ai proposé notre salle polyvalente, parce que tout l'agglo, tout le monde en est convaincu, ce n'est pas que Mont-de-Marsan, et nous sommes 18 communes, voilà, nous sommes un territoire, donc il est normal que les réunions se délocalisent et que c'est intéressant de visiter toutes les communes. Et puis il s'avère quand même que Bretagne est un village très apaisant, parce que passer plus de 30 délibérations en moins de 2 heures, et voilà, ça fait du bien, c'est colère et apaisant en Bretagne. Voilà. Voilà, tout
simplement, je voulais dire, bon, je ne vais pas mettre notre village en avant parce que je suis persuadé que vous êtes tous convaincus que vos villes et villages sont aussi beaux que les nôtres. Donc je ne vais pas grandirer là. Je veux simplement vous dire que nous sommes très près de Mont-de-Marsan, vous le savez tous très bien. Nous avons énormément d'avantages à être près de Mont-de-Marsan et aussi quelques inconvénients. Les avantages sont que nous faisons partie des communes très prisées où nous n'avons pas de mal à accueillir de nouveaux résidents, mais nous avons énormément de difficultés à créer des commerces de proximité. Voilà. Quand vous sortez du rond-point du Grand Moule, vous avez Bretagne de Marsan, 3 km. Vous avez tout compris. Voilà. Donc, bon, c'est pas bien grave. Voilà. Et nous travaillons tout simplement l'intérêt communautaire. Alors, nous sommes des dernières communes, avec Benquet, je crois, de mémoire, à être rentrées dans l'agglo. Voilà. Et il n'empêche que. Et puis de Sceaux, voilà. Et puis de Sceaux. Nous sommes les dernières rentrées, il y a longtemps, et que malgré tout, et soyez assurés que nous avons l'esprit communautaire, que nous avons rejoint la régie de l'eau, et que nous participons nous apportons notre pierre à cet édifice, à la communauté d'Agglo, qui n'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais c'est le jeu, c'est comme ça, et on fait avec. Voilà. Alors, je ne vais pas vous retarder plus longtemps, parce que, par contre, ce qui est un peu embêtant, c'est un buffet, c'est une rêve à départ. Voilà, c'est ça qui est un peu embêtant. Alors, je ne vais pas me mettre plus longtemps, et je vous souhaite tous une très belle soirée. Par contre, ici, Monsieur Duthème, vous parlez d'Armagnac, nous, ici, il y aura de la bière, on n'est pas au Qatar. Voilà. Bonne soirée.